Salut, c'est Magna Magister, toujours en direct de la bibliothèque, et aujourd'hui, je consacre ma semaine à un jeu épouvantable, oui, vous l'aurez reconnu, c'est l'appel de Cthulhu. Voici. Alors, eh bien, c'est pour ma part un jeu toujours, on va dire, qui compte énormément pour moi que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque c'est un jeu, on va dire, dans mes plus lointains souvenirs que je maîtrise depuis, oui, à peu près, on va dire, les milieux des années 90, comme à peu près tous les jeux auxquels j'ai commencé à goûter quand j'étais en club. Et c'est un jeu qui me suit toujours, qui vraiment a énormément d'importance pour moi. C'est pas mon jeu préféré, mes jeux préférés vous les connaissez, mais ça reste pour moi, on va dire, le jeu représentatif de ce que j'aime faire en jeu de rôle, c'est-à-dire du contemporain, fantastique, horreur, avec, on va dire, toute une dimension évidemment qui se rapporte à l'univers de H.P. Lovecraft. C'est un peu comme ça qu'on pourrait définir Cthulhu justement. C'est un jeu d'enquête avant tout qui permet de vivre des aventures horribles, effrayantes, épouvantables dans l'univers justement de Howard Philip Lovecraft et qui nous permet vraiment de vivre également quelque chose de très très important il était très novateur quand il est sorti donc en 1981 pour cela, c'est qu'il permet en fait de simuler dans le jeu, même si ce n'est pas parfait et qu'aujourd'hui il y a des choses évidemment des meilleures, des systèmes bien mieux pensés, rodés, ça reste malgré tout la base, ça reste on va dire le grand ancêtre des jeux qui permettent de simuler la perte de la santé mentale et donc de nous tout simplement nous amener vers la folie. Voilà. Et on peut lui dire que pour cela, il aura marqué, on va dire, d'une pierre blanche notre passion, le jeu de rôle, en nous permettant justement de simuler cette descente aux enfers à travers donc la folie. Donc dans Cthulhu, on ne meurt pas seulement très facilement la plupart du temps, on devient fou aussi la plupart du temps assez facilement, et cela en cherchant des secrets indicibles perdus dans des vieux grimoires et on prend conscience en fait de quelque chose, on va dire, de surréaliste, qui n'a d'incommensurable, qui se cache en fait derrière l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire, on va dire, l'existence d'entités extraterrestres d'une certaine manière, on pourrait dire, d'entités, on va dire, cosmiques, complètement impossibles à appréhender avec nos yeux d'humains. Voilà. Et pour cela, on va dire, il reste, je pense, de toute façon, voilà, le meilleur dans sa catégorie. La preuve est faite, voilà, on en est à la 7ème édition aujourd'hui, et ça reste le plus joué, juste derrière Donjons et Dragons, évidemment le grand ancêtre. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est dans la première vidéo de vous présenter en fait la gamme, enfin du moins ce que j'ai, et qui est, on va dire, un panégyrique, on va dire, des suppléments les plus intéressants, je pense. C'est ceux que j'ai achetés, donc c'est moi qui considère en tout cas que c'était les suppléments les plus marquants des gammes donc de la première jusqu'à la 5ème édition, la 5.5 très exactement. Et je ferai ensuite une deuxième vidéo où je vous présenterai toute la gamme sans détour et le début de la gamme Edge qui commence à sortir. Voilà. Donc qui correspondent à la 6ème et 7ème édition. Voilà, donc on commence évidemment par voilà, quelque chose de mythique, la mythique boîte donc de la 3ème édition de Cthulhu. Donc ça c'est la première qui a été parue en français. Donc la première édition américaine date de 81. Nous, je crois que si je me souviens bien, on l'a eu en 83, celle-ci. Voilà, elle est considérée comme la nouvelle édition révisée. Donc ça c'est le livre de base. Et ça correspondait donc à la 3ème édition américaine. Donc dans la boîte, il y avait donc le livre qui décrit les règles, donc la manière de créer son personnage. Donc vous voyez, hein, c'était pas très épais à l'époque. La mise en page était assez simple, fonctionnelle. Voilà, c'était l'époque, on va dire. Et donc on avait un personnage pour ce qui est du système, décrit donc avec des caractéristiques et des compétences. C'était, on va dire, le traditionnel caractéristique compétence de l'époque qu'il a gardé encore aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, le système n'a quasiment pas, au niveau de sa structure, au niveau de sa, comment pourrait-on dire, de sa
de son ossature n'a pas changé. Il y a juste eu, on va dire, des ajustements, des petites innovations dont je vous parlerai. Il y avait dans cette boîte également le guide des années 20 qui était séparé, donc avec des informations factuelles sur pas mal de choses, l'argent, les armes, on va dire les distances pour voyager, puisqu'on voyageait beaucoup dans Cthulhu, des plans, on va dire, de différents endroits du monde, en particulier le plan de la région, on va dire, des œuvres de Lovecraft, que voici, voilà. Plus plein de petites choses très utiles, ouais, les plans par exemple d'un train typique. Non, c'était plutôt, c'était très fonctionnel, et on vous invitait évidemment à créer vos propres scénarios, hein, même s'il y en a eu pléthore d'assez bons pour pouvoir s'amuser. Il y avait également donc des silhouettes cartonnées. Donc voilà, là celle-ci, c'est les originelles qui n'ont pas été découpées. De toute façon, ça servait, voilà, c'était jouer avec des figurines à Cthulhu. Moi, ça m'est jamais venu à l'idée, donc c'est pas dans mes gènes. La feuille de personnage, donc que je vous montre, donc vous voyez les caractéristiques, donc après point de vie, point de, on va dire de magie qui sont égales à votre pouvoir, puisqu'il y avait donc des caractéristiques qui définissaient des caractéristiques secondaires, la santé mentale et les fameuses listes de compétences, dont en particulier voilà, les compétences les plus utiles dans ce jeu que sont bibliothèque pour trouver les bouquins, toc pour trouver les indices, et on va dire esquive pour esquiver. Voilà, donc généralement on prenait ces trois compétences là, je pense qu'on était tranquille. Puis une compétence d'arme hein, quand même, donc genre un bon fusil de chasse, c'était toujours pas mal. Dans la boîte il y avait également alors, la carte du monde, assez sommaire hein, pour l'époque, mais bon c'était utile. Après il y a eu des cartes plus détaillées en fait, où je vous montrerai, il définissait pas mal de choses. Et donc il y avait des dés aussi que malheureusement dans la boîte que j'ai, bah, je ne les avais pas. Voilà, je vous montre parce qu'il est rangé dedans. Quand j'ai acheté la boîte, il était dedans. Il y a un écran, donc ça c'est l'écran d'une vieille édition de Cthulhu. J'ai du mal à vous dire laquelle. Je pense que c'est l'écran de la. Alors au niveau de la date, puisqu'il est daté de 88, je dirais que c'est un écran de la 4ème édition. Voilà, ça c'était l'écran VO, c'était pas fameux, hein, faut quand même le reconnaître. Mais bon, au moins il y avait la table de résistance, parce que tout était basé sur la table de résistance. Tiens, d'ailleurs, je fais un petit point sur le système. Donc, le système de Cthulhu, on est défini par des caractéristiques et des compétences sur 18. On le multiplie par 5 pour avoir une valeur dérivée qui nous permette d'avoir ce qu'on appelle la chance, pour le pouvoir, pour la force, c'est les prouesses de force. Voilà, il y avait le jet d'idées, de chance et de connaissances dans les premières éditions, mais après il y a eu pour chaque caractéristique une valeur dérivée. La santé mentale était égale donc à 5 fois votre pouvoir et permettait donc de résister à la peur, à la frayeur, on va dire au stress, etc. Et il y avait donc des caractéristiques qui elles donc étaient jusqu'à 18 pour les humains, mais bon ça pouvait monter beaucoup plus haut pour les PNJ et les monstres. Et en fait, on croisait la caractéristique avec une autre, et donc ça donnait un pourcentage, et quand on avait une action opposée à faire, eh ben, on tirait les dés, si on faisait en dessous, eh ben, on réussissait notre opposition. Voilà, c'était très très simple, c'était même simple à calculer, hein, puisqu'en fin de compte, voilà, si on avait la même valeur, on était à 50% de chance de réussite, et pour chaque incrément de 1 point dans un sens ou dans l'autre, ça baissait de 5%. C'était quand même pas compliqué, mais bon, il rassemblait ça sur une table pour que ce soit plus pratique d'emploi, évidemment. Ensuite, pour cette gamme première édition, j'ai à vous montrer également, je l'ai ici, l'écran de la première édition. Alors celui-là, j'ai eu énormément de mal à le dégoter. Il est très très difficile à trouver, surtout en bon état parce qu'il était extrêmement fragile. Je l'ai un peu moi-même rafistolé pour le renforcer parce que vraiment on avait l'habitude des écrans souples, mais là c'est même pas que c'était souple, c'était carrément voilà, c'est fou là. Il tire même pas debout hein, sur la table, quasiment pas, il plie. Voilà, c'est un écran vraiment déjà qui mettait dans l'ambiance. Moi je l'ai découvert cet écran vraiment quand j'ai commencé à lire des catalogues en fait de Cthulhu. Il était accompagné d'ailleurs d'un scénario, Les Brumes de la haine. Voilà. Un scénario donc de 8 pages qui permettait de se mettre dans le vent. C'est vrai que dans la boîte de base, je ne me souviens plus s'il y avait un scénario, je crois que non. Est-ce qu'il y avait un scénario soit dans le livre,
dans le livre de règles ou dans... oui, il y a un scénario. Voilà, scénario prêt à jouer. Oui, bah oui, évidemment, il y avait déjà la maison hantée. Donc oui, un scénario, évidemment, c'est La Maison du Vieux Corbier, ou dites le scénario de La Maison Hantée, qui est un grand classique qui va être dans le bouquin de base jusque dans, on va dire, la 5e édition. Voilà. Après, ça a changé. Mais ça restait, même dans le kit, je crois, le kit d'introduction de la 7e édition, je pense qu'ils l'ont refaite. Voilà, donc ça, c'était donc pour la boîte de la première édition française, entre guillemets, donc qui correspond à la 3e édition par chez nous, en fait, outre-Atlantique. Voilà. D'ailleurs, je profite de cette vidéo justement spéciale Cthulhu pour vous dire que justement on fête cette année les 40 ans de Cthulhu, puisque je vous disais c'est sorti en 81, on est en 2021. Si vous regardez cette vidéo plus tard, ben, vous saurez que cette vidéo date de 2021. Et pour l'occasion, ils ont en fait fait un Kickstarter pour rééditer la boîte que je viens de vous montrer. Voilà. Et plein de suppléments de cette époque qui rééditent, on va dire, à l'occasion d'un financement. Voilà, donc ça, c'est vraiment la fête, si je puis dire. Voilà, on fête Cthulhu cette année, ça reste quand même quelque chose, on va dire, de mythique dans notre milieu, et donc il fallait marquer le coup, et je pense qu'ils l'ont plutôt bien fait. Alors après, la 4e édition, la voici. Donc là, on passe en format bouquin. Donc là, elle doit dater de 88, si mes souvenirs sont bons. Je revérifie la date. Non, c'est 89 pour la version Chaosium et donc 90 pour la version en française. Voilà, toujours chez Jeux des cartes. Hein. Donc là, la gamme que je vous propose, c'est la gamme, on va dire, qui à l'époque paraissait en français chez la mythique maison d'édition Jeux des cartes. Donc il ne reste que quelques boutiques aujourd'hui en France. Ça appartient à Asmodée, qui avait racheté le réseau de boutiques à l'époque. Où Descartes avait un petit peu mis la clé sous la porte. C'était fin des années 90, début des années 2000. Quand vraiment il y a eu le gros marasme au niveau du GDR. Et Asmodée n'a pas tardé, on va dire, à racheter justement le réseau de boutiques et le possède encore, normalement toujours aujourd'hui, à moins qu'il y ait certaines qui ce n'est pas le cas. Je crois que la boutique de Paris, le fameux Descartes École, leur appartient encore, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc un livre tout en un, pareil, un petit peu plus épais, où donc on a toutes les règles comme d'habitude, donc la création de l'investigateur. On vous dit donc voilà comment répartir ses points. Il y avait des sections en couleur dans celui-ci, ce qui changeait un petit peu, avec donc des couvertures. Donc là on avait la couverture de ce qui est le guide de l'investigateur. Après, je vous le montrerai dans un instant. Donc voilà, des couvertures, c'est surtout des encarts couleurs avec les couvertures de suppléments. Alors là, ça devait être un supplément en VO parce que je crois qu'il est jamais sorti. Et je me souviens pas comment dire d'avoir vu un supplément, on va dire en VF avec cette couverture. Voilà. Donc on avait la création de personnages, la description des monstres. Donc on avait les caracs de pas mal de monstres. Donc là vous avez par exemple les choses très anciennes, les fameuses. Donc avec des dessins de monstres évidemment et des caractéristiques de monstres dignes d'un bestiaire de donjon qui concrètement ne servait pas à grand chose, surtout quand on avait les caracs du grand Cthulhu. Parce que bon voilà, le Cthulhu c'était simple, hein, voilà, encore des images qui font un peu flipper. Le grand Cthulhu, ben voilà, lui c'était sa compétence pour le combat, c'était un des 4 investigateurs par tour, hein, c'était ça qui était voilà, le Cthulhu ici, non de l'autre côté, pardon, là. Avec ses caracs, donc voilà, il avait 140 en force, 110 en constit, 210 en taille. Ça ne correspondait à rien, ça ne servait à rien. Et donc il a tous les sorts, il fait perdre un des 100 points de santé mentale si jamais on ne résiste pas, comment dire, à sa vue. Et voilà, il fait un peu ce qu'il veut, il régénère des points de vie par round. Donc là on était encore dans des choses assez primaire, on va dire, au niveau du gameplay, hein, faut quand même le reconnaître. Mais bon, ça avait le mérite d'exister. Généralement, on rencontrait pas quand même Cthulhu tous les jours. Voilà. Et donc, on avait, comme la description également aussi, donc un peu du contexte années 20, comme d'hab, et la fameuse maison. Voilà. Alors là, il y avait également un autre scénario.
Là, il y en avait plusieurs en fait dans celle-ci. Il y en avait trois du coup. Alors, je suis en train de voir que là, la section scénario était extrêmement, extrêmement, on va dire bien chargée. Voilà, les scénarios prêts à jouer. Donc, il y avait la maison hantée. C'est ça que j'étais en train de vous dire. Il y a plein d'autres petits scénarios à ce que je vois. C'est vrai que je me souvenais plus qu'il y avait autant de scénarios dans cette version-là. Il y a un scénario donc, qui s'appelait aussi Le Dément. Voilà. Et c'était pas foulé au niveau du plan de la maison, il ressemblait beaucoup à la maison de Roquefort, encore une histoire de maison hantée. Voilà, avec des cavernes. Où je me souviens maintenant, oui, ce scénario-là, je crois que je l'ai joué quand j'ai joué à Cthulhu, comment dire, avec un ami avec qui je suis allé ensuite dans un club de GDR. On avait commencé déjà à jouer en duo, enfin moi en solo, en tant que joueur à Cthulhu, et il m'avait fait quelques scénarios. Et il y avait encore un autre scénario, le sauvetage, voilà, c'est ça. Et je crois que c'est tout. Ça fait donc déjà 4 scénarios, ce qui est plutôt pas mal. Je vais revoir dans la table des matières. Scénario, oui, donc la maison hantée, le dément, la maison de Roquefort, la chasse aux documents, la menace souterraine, le sauvetage. Et le mystère de Lockfine. Donc il y en avait même beaucoup plus. Hein. Bon, c'était vraiment des petits scénarios, hein. C'est sur 25 pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y avait 7 scénarios dans cette édition-là. Donc à l'époque, c'était vraiment pour 189 francs, comme dirait Pierre Delmar, 189 francs. C'était plutôt pas mal. On avait de quoi jouer. Voilà, et c'est quand même louable de voir à quel point il faisait quand même des livres assez compacts, surtout chez Descartes, pas très cher pour l'époque, pour le même prix quasiment. À l'époque, on avait le bouquin qui faisait 3 fois plus en taille de Warhammer, hein, une première édition. L'écran de la quatrième, voilà, qui faisait flipper aussi. C'est celui, je pense, qui reste encore beaucoup. Hein. Celui-là a été beaucoup, très très vu même, je devrais dire. Voilà, c'est celui-là qu'on retient. Celui-là il est en bon état. J'ai eu du bol. Il était accompagné d'un scénario donc, qui s'appelait L'étranger. Comme le roman de Camus. Et oui, car c'est aussi un moment de culture sur la chaîne Tabula Rasa. Après, nous avons eu, donc en 93, celle-là je m'en souviens, puisque c'est l'édition qu'a utilisé mon pote pour me faire jouer à Cthulhu quand j'ai commencé à être joueur à Cthulhu. Avant Cthulhu, c'était pas trop mon truc. J'ai vraiment commencé, comme je vous disais, à jouer quand je commençais à aller en club. Et c'est après que j'ai joué avec d'autres maîtres du jeu et que je me suis mis moi-même à maîtriser au milieu des années 90. Je me souviens, j'écrivais mes scénars Cthulhu en cours de philo. Même si j'écoutais le cours, en fait, ça ne m'empêchait pas d'être inspiré et donc d'écrire mes premiers scénarios et ma première campagne justement de Cthulhu, qui était la campagne, on va dire, comment ça, j'avais appelé ça, c'est la saga de la famille Malville, qui était vraiment mon premier, ma première campagne que j'avais vraiment apprécié à faire jouer. Et je l'ai fait jouer 2 fois, je l'ai fait rejouer dans les années 2000, donc c'est 2008, avec donc du coup ma femme et des amis à l'époque. Voilà, et on avait été jusqu'au bout et depuis j'ai écrit énormément de campagnes et surtout j'ai beaucoup de plaisir à jouer des campagnes également éditées et que je vais vous présenter là. Donc la 5ème édition de 93 pour 200 francs, 199 francs, comme dirait notre très cher Pierre. Donc là pareil, le bouquin gagne encore en épaisseur. Il y a plein de précisions qui se rajoutent petit à petit. Toujours donc création de personnages, la description des monstres qui fait quand même beaucoup, la description des sorts aussi qui sont dans les grimoires. Il y avait donc là un addendum supplémentaire sur les contrées du rêve. Là il n'y avait plus que 3 scénarios je crois par contre. Donc toujours la maison hantée. Un scénario aussi à la lisière de l'obscurité. Je vous dévoile pas hein, parce que c'est des vieux scénarios. Le dément, la danse de la mort. Ah non, il y en avait quand même encore aussi pas mal. Et donc la fameuse maison hantée. Voilà, c'est quand même plutôt voilà, la fameuse maison hantée. On retrouve toujours le même plan, hein, toujours. C'est un petit scénario toujours intéressant à jouer pour vraiment débuter Cthulhu. C'est bon, voilà, ça reste très old, très 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 old, mais
très passé, va-t-on dire, voire presque obsolète, mais c'est toujours pas mal. Et il y avait toujours le même système de jeu, il y a juste en fait quelques petits points de règle et on va dire la liste des compétences qui changeait. Donc voilà, ça c'est la feuille de personnage. Et c'était plutôt intéressant. À chaque fois, donc on va dire, là je dirais une chose, si vraiment on va dire la nouvelle édition, évidemment, la 7ème est bien fichue, même si bon, voilà, elle a quand même énormément pris de gras, si je puis dire. Même si bon, ça va, c'est pas non plus, elle est pas en surcharge pondérale, quoi. Mais bon, là, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de la chair et de la graisse sur l'os. Sinon, si vraiment vous trouvez la 5ème édition, bon, ça va être difficile de la trouver à un prix abordable, ou celle que je vais vous présenter, la 5.5. Prenez-la, je trouve que moi c'est la plus équilibrée, même si dans les 6ème et 7ème éditions, évidemment, elles sont très très bien. Et si vous avez l'occasion, ou si vous avez une vieille 5ème édition sur laquelle vous pouvez mettre la main, vous pouvez largement jouer avec, même encore aujourd'hui. Ça, au niveau du système de jeu, c'est plutôt bien vu. Et ça, il y a eu très très peu, on va dire, de gros changements, à part dans la 7ème, mais bon, j'appelle pas ça vraiment des gros changements, c'est juste des ajustements un peu plus épais. Alors ça c'est l'écran de la 5ème édition, donc dessiné par Casa, qui est quand même un illustrateur assez reconnu. L'écran est chelou hein, quand même, celui-là je l'ai jamais utilisé, faut dire je l'ai pas eu à l'époque. Je jouais à Cthulhu, qu'est-ce que j'avais, j'avais pas d'écran en fait, je jouais à Cthulhu sans écran, j'en avais un peu, ça me servait pas à grand chose. Faut dire que Cthulhu il n'y a pas vraiment besoin, quoi. L'écran c'est vraiment très symbolique. Là, dans les éditions, donc la 5.5, la dernière éditée par Descartes, donc celle-là, elle date de... normalement, ça doit être vraiment fin des années 90 ou début des années 2000. 98, voilà. Donc là, on est vraiment livre à couverture souple. Donc celui-là, il est un peu fragile, faut y faire gaffe. Mais c'est quand même une belle édition. Donc là, on était sur la 5ème, mais avec quelques petites modifications mineures. Et donc, ils avaient refait une édition pour l'occasion chez Chaosium, l'éditeur d'origine. Et Descartes l'avait donc édité à la toute fin en fait justement de la période Descartes. Voilà. Alors après, les suppléments. Alors on va commencer par les suppléments, on va dire des vieilles éditions. On va remonter dans le temps progressivement. Alors les suppléments qui moi me semblaient on va dire d'intérêt. Donc les créatures des contrées du rêve et les monstres de Cthulhu. Voilà, donc là c'était des descriptions en fait des monstres sans les caractéristiques, ce qui était plutôt bien, avec des illustrations, mais alors voilà quoi. Vous pouviez faire vraiment peur à vos joueurs en leur montrant, donc les illustrations évidemment sont très datées, mais pour l'époque, vous voyez, oula, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai mon écran est mal réglé. Donc voilà, le fameux chat de Saturne, vous vous attendiez pas à ça, hein. Voilà, ça c'est les créatures donc des contrées du rêve. Le fameux Vomis. Voilà, Tsatogua, dans toute sa splendeur. C'était quand même un style particulier hein. Pour l'époque. Donc celui-là était paru, je crois, et dans les années 80. Alors, 89 pour celui-là. Voilà, donc ça c'était les créatures, la description juste des créatures. Avec donc, vous voyez, il y avait même la carte en fait des contrées du rêve, tout en couleur, très jolie. Bon, évidemment, il y en a eu d'autres qui ont été refaites depuis, hein, mais ça avait au moins le mérite d'exister déjà à l'époque. Et voilà, et description sans caractéristiques, ce qui était plutôt intéressant. Et donc, il y avait aussi eu la même chose pour les monstres. Donc là, par exemple, voilà, le Shoggoth, le fameux Shoggoth, en couleur. En plus, c'était vraiment des illustrations couleur. C'était plutôt pas mal. Voilà, par exemple. Nyarlathotep sous sa forme de la langue sanglante. Pour ceux qui connaissent, il faut que je me tourne dans l'autre sens. À chaque fois, je me fais avoir. Le fameux chien de Tindalos qui vous faisait détester les coins, ou qui vous, on va dire, qui vous invitait à ne surtout pas aller au petit coin. Voilà, en plus avec une reliure qui est vraiment super fragile. Rien qu'à réouvrir les bouquins, on va dire, on a l'impression qu'ils vont vous exploser dans les mains. Voilà, le fameux ancien. Voilà, c'est dur à dire. Voilà, je l'ouvre vraiment pas trop parce que sinon je sens qu'il va exploser le truc. Ouais, la reliure elle est vraiment affaiblie. Hein. Ah, c'est dingue, comme quoi à l'époque il y avait vraiment les bouquins, les reliures. C'était pas ça. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même un petit peu mieux.
Alors, le supplément Aventure effroyable et études. Donc, en fait, ça, c'est devenu quasiment obsolète dans la mesure où, dans la quatrième édition, la plupart des infos ont été rajoutées dedans, d'après mes souvenirs. Mais il y avait quand même des scénarios qui, eux, voilà, il y avait un complément d'information sur les années 20 et le mythe de Cthulhu le mythe de Cthulhu, tout ça, ça a été, on va dire, rajouté après par petits paragraphes dans les éditions suivantes. Mais il y avait également donc un complément d'information pour les règles qui lui a été rajouté aussi, et après donc extrait de prière et des donc ah mince, des scénarios. Et donc là, voilà, il y a le scénario justement, le mystère de Logfane, la course aux documents, tout ça. Ça, c'était donc des scénarios qui pourtant étaient dans l'édition française, hein, mais donc ça, c'est un supplément en fait qui doit dater probablement, qui avait été quand même traduit en français, mais où il y avait des redondances. Donc déjà à l'époque, voilà, il y avait quand même des nouveaux scénarios, hein, le secret de Castro Negro. Avec donc le secret de la bibliothèque, la Casa des Diaz. C'est pas un scénario, c'est la Casa des Diaz. Je ne pense pas. Ça doit faire partie du même scénario. Oui, ça doit faire partie du même scénario. Et des poésies en plus. Voilà. Donc c'était un supplément qui était paru probablement donc, en 80 visiblement. Non, ça c'est oui, c'est les extraits. Oui, celui-là date de 84, donc il doit dater puisque nous euh, il date d'après la sortie de la troisième édition, mais visiblement il y a des redondances parce que le supplément donc fait référence à des anciennes éditions de Cthulhu, donc la boîte que je vous ai montrée, mais qui ne contenait pas tous les scénarios qu'il y avait dans la version française. Ils avaient été probablement rajoutés. Voilà. C'est dur à expliquer. L'Asile d'aliénés, un très très bon recueil de scénarios. Pour l'époque, c'était plutôt intéressant. Donc là, il y avait encore des scénarios, on va dire, qui ont été repris, hein. Donc l'Asile d'aliénés, évidemment, la montagne du diable noir, une porte sur le passé, la maison Westchester, la vente aux enchères, etc. Donc un recueil de scénarios assez intéressant pour débuter. À l'époque, on achetait un recueil comme ça de scénarios qui valait 99 francs, et on avait de quoi jouer quand même pendant pas mal de temps. Les ombres de Yog-Sothoth, voilà, qui est devenu ensuite donc c'était une campagne, mais la campagne a largement, on va dire, pris du poids et a été réédité après, évidemment, dans des versions beaucoup plus, on va dire, cossues. Et c'était les premières mini-campagnes d'une certaine manière. Voilà, c'est très daté, mais moi celle-là je l'ai jamais fait jouer, non, ça m'a pas, c'est pas celle qui m'a le plus, on va dire, intéressé dans celle que je possédais. Mais pourtant ça reste, on va dire, extrêmement mythique. Alors par contre, les Fungi You Got, ça, vous voyez, ça c'est la version d'origine, vous voyez à quoi elle ressemble, hein. Elle était donc même pas 80 pages. Et en fait, c'est une campagne, si. Bon, elle a été, évidemment, elle a pris énormément de poids et elle est devenue le jour de la bête, dont voilà, la feu sans détour, la sortie juste avant de couler, avec la nouvelle édition des masques Nyarlathotep. Eh ben, c'est issu en fait de ça. Et donc, évidemment, ça n'a plus rien à voir avec la campagne d'origine. On se demande d'ailleurs pourquoi ça s'appelait les Fungi Dugot, ça n'avait rien à voir. Le titre était assez. Voilà. Et en plus, techniquement, les Fungi Dugot et les masques Nyarlathotep, il y a des liens. Parce que les deux auteurs, si je me souviens bien, avaient justement pris des références de l'un et de l'autre, et donc ils ont réutilisé en fait l'un ou l'autre. Je pense que c'est celui des Fungi Dugot, et qui a réutilisé des éléments utilisés par l'écrivain en fait des masques Nyarlathotep. Ensuite, une autre campagne donc qui là nous emmène dans le grand nord polaire, la trace de Tsatogwa. Voilà, oui, il faut avoir fait des cours pour la prononciation correcte, hein. C'est un peu difficile. Toujours une campagne, hein, voilà. Cthulhu 90, un supplément qui était extrêmement intéressant, on va dire, dans les années, enfin, fin des années 80, début des années 90, parce que je crois qu'il est paru à la fin des années 80, et qui permettait de jouer, donc, oui, voilà, 87, qui permettait de jouer à Cthulhu à l'époque moderne. Et tout le monde était super fan de ce supplément qui pourtant n'est pas
extrêmement bon. Il y a eu largement mieux après, donc parce qu'il il permettait de jouer à l'époque moderne, donc au début des années 90, fin des années 80, et il offrait, on va dire, une campagne et des scénarios en fait à l'intérieur qui permettaient de jouer à l'époque moderne. Et donc il y avait toutes les règles pour jouer à l'époque moderne et en particulier les caractéristiques des armes modernes qui ont fait la joie et un outil extrêmement intéressant qui est un calendrier perpétuel jusqu'en 2080. Je trouvais très intéressant quand on avait vraiment besoin d'une date. Il est toujours encore utilisable hein, puisqu'il va jusqu'en 2080. Calendrier perpétuel, et oui, quand même. Voilà, un outil plutôt intéressant si on veut être un peu précis. Avec donc des scénarios mythiques comme donc la terreur tombée du ciel, visiblement, et qui est un gros scénario, hein, et donc un autre aussi qui est très très gros, je crois qu'il y en a trois là-dedans, Songe funeste, et le dernier, la Cité des Abysses. Visiblement. Ouais, c'est ça, la Cité des Abysses, Songe funeste, la terreur tombée du ciel et les stars du mal. Voilà, 4 scénarios. C'était plutôt pas mal. Un supplément mythique de création française. Les années folles. Voilà, ceux qui possèdent cette boîte savent à quel point ils ont, on va dire, quelque chose d'extrêmement rare et cher. Surtout cher. Donc un supplément qui avait été réalisé vraiment par les traducteurs passionnés de Cthulhu à l'époque, chez Descartes. Et donc, voilà, avec dedans le fameux guide de Paris. Donc on avait la description de Paris dans les années 20. Voilà, ça reste, on va dire, un guide très utile parce qu'on a rarement fait mieux depuis. Le panorama des années folles, donc là c'est la description de la France avec donc vraiment des informations françaises, monsieur. Tout est français là-dedans. Voilà. Soyons chauvins avec voilà, les événements année par année en France avec des photos d'époque et tout. Vous avez vraiment fait un très beau boulot. Alors le supplément évidemment n'est plus trouvable, comme je le disais. S'il est trouvable, c'est vraiment pas à donner. Bon, voilà, il y a eu, on va dire, pas mal de choses depuis. Mais je pense il a toujours en fait une utilité. Moi, je l'ai pas énormément utilisé. Parce que je jouais pas dans le cadre français. Enfin, si, j'ai fait des campagnes en France. Mais même là, quand je faisais des campagnes en France, je l'ai jamais trop utilisé. Mais bon, ça reste une référence si quand même. Allez, je vais pas quand même mentir. Si le guide de Paris, je l'ai quand même utilisé dans mes campagnes et il était quand même très utile. Après, pour le reste de la France, je faisais mes recherches moi-même, on va dire, avec l'internet déjà de l'époque. Et il y avait donc également les règles optionnelles et les scénarios. Donc on pouvait créer des personnages français, et oui, avec donc voilà la feuille spécifique des années folles, que voici, si j'arrive à tourner correctement les choses sans vous donner le tournis. Et donc des scénarios, voilà, les règles sur le spiritisme et les scénarios. Alors les scénarios en question, il y avait, pour vous dire, donc un scénario qui visiblement se passait à Deauville, c'est plutôt sympa, hein, on va faire des petites vacances. Paris, rêve ou réalité, visiblement, et ça nous amenait aussi dans Paris, rêve ou réalité, oui c'est ça. Où donc visiblement il y a des liens avec le mythe arthurien, avec Merlin, plein de petites choses. Voilà, c'est plutôt sympathique. Je crois que c'était tout visiblement. Et quelques caractères supplémentaires. Il y avait également un écran, voilà, et qui était, moi je trouve qu'il est plutôt joli, hein, donc je l'ai jamais trop vu à une table de jeu. Écran que j'avais racheté séparément, j'avais réussi à le trouver parce que la boîte n'était pas complète. Dans la boîte que j'avais achetée, il n'y avait que les 3 bouquins. Et il me manque encore dans cette boîte, malheureusement, les 2 posters. Il y avait donc un poster de la France mythique et un plan de Paris. Donc voilà, je ne désespère pas de les retrouver un jour pour pouvoir compléter ma boîte. Mais ouais, mais bon, c'est ça le problème. Quand on achète des vieux machins comme ça, il nous manque toujours des trucs. Les boîtes. Alors, une que j'aime beaucoup, Cthulhu by Gaslight, qui permet de jouer, donc c'était le supplément en boîte à l'époque qui permettait de jouer donc à une autre époque de Cthulhu, donc en 1890, époque victorienne. Il y avait donc un guide des années 1890 dedans, donc on jouait surtout dans le cadre, on va dire, du Royaume-Uni, hein, faut quand même le reconnaître, voilà.
était vraiment prévu pour jouer époque victorienne, mais on va dire dans le contexte de l'époque. Les horreurs du Yorkshire, un très très gros scénario type Sherlock Holmes, avec Sherlock Holmes d'ailleurs dedans. Il y a ses caracs, les caracs de Mycroft, les caracs de Moriarty. On était vraiment dedans, donc là c'est Cthulhu qui rencontre tout l'univers de Sir Arthur Conan Doyle. Un plan de Londres. Voilà. Tous ces suppléments qu'on on va dire, après vous allez voir, il y a eu des rééditions. Hein. Et justement, c'est pour ça que je passerai un peu plus vite sur les autres. Enfin, je décrirai quand même les spécificités. Mais on va dire, il y a eu quand même pas mal de rééditions et de suppléments augmentés, si je puis dire, évidemment avec une forme bien plus attrayante pour nous aujourd'hui. Et la feuille de Cthulhu by Gaslight, avec les compétences spécifiques voilà, il y avait certaines choses qui n'existaient pas. Par exemple, sur celle-là, il n'y avait pas la compétence voiture. Il y avait la compétence, par contre, c'était l'attelage, quoi, à cheval, avec des chevaux. Voilà. Donc, ça, pour jouer dans l'ambiance Cthulhu by Gaslight, j'y ai rarement joué. J'avoue que j'ai fait quelques scénarios, en particulier les scénarios flashback qu'il y avait dans le Terreur sur l'Orient Express, mais c'est tout. Hein. J'ai pas fait plus. La première boîte des Contrées du Rêve, la voici. Ah là là, celle-là, quand on voyait ça dans un catalogue, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont fumé c'était de la bonne. Et donc, vous aviez la description des Contrées du Rêve, tout simplement, voilà. C'est dur de décrire un rêve. Les voyages du rêve, donc toutes les règles attenantes au contraire du rêve, donc les règles sur l'onirisme, plus les scénarios. Alors non, oui, les règles étaient dans les Contrées du Rêve, et il y avait donc le supplément de scénario que voici. Et donc dans celui-ci vous avez donc Captif des deux mondes, l'élève de Pickman, donc rapport évidemment à la nouvelle sur Pickman, la saison de la sorcière, les voiles jaunes et le pays des rêves perdus. Là où derrière donc il y avait les nouvelles compétences, donc qui étaient la compétence, donc c'était savoir onirique et rêver. Voilà, qui était rajouté en plus sur votre feuille de personnage pour permettre d'entrer dans les contrées du rêve, et qui était la connaissance évidemment des contrées du rêve pour le savoir onirique, qui existe toujours. Hein. De toute façon, c'est des règles qui existent toujours, qui ont juste été un peu revues et corrigées. La description donc de lieux oniriques et voilà, et des personnages illustres qui étaient décrits. On a évidemment des aides de jeu pour les scénarios qui étaient quand même prévus à l'intérieur, donc un cahier d'aides de jeu que voici. Voilà, avec les feuilles de personnages spécifiques aux contrées du rêve, etc., etc. Et la carte des contrées du rêve. Donc, elle était moins belle quand même que celle qu'il y avait dans les créatures. Hein. Même déjà que la carte couleur des créatures du contrée du rêve, ça peut être beaucoup plus intéressant à acheter. Mais bon, c'était le supplément, on va dire, indispensable si vous voulez vraiment faire une campagne dans les contrées du rêve. Vous achetiez cette boîte-là. Qui donc, celle-ci était quand même pas donnée hein, pour des livrets en plus à l'intérieur qui étaient sans couverture. C'était pas donné, mais bon, en plus c'était des boîtes, donc voilà, 129 francs, ça va, c'était pas trop cher encore, mais voilà, il fallait quand même le supplément sur les créatures des contrées du rêve pour comme ajout à cela. Donc il y en avait pour 230 € à peu près. Voilà. Et évidemment, la mythique, la seule, l'unique, dans sa première édition, les fameux masques de Nyarlathotep. La campagne de Cthulhu. L'incontournable, c'est celle-là. C'est la première. Après, il y en a d'autres qui sont incontournables, mais c'est surtout celle-là. Donc, la première boîte avec son livret d'introduction, voilà, son cahier d'aide de jeu, est divisé en plein de petits livrets. Donc voilà, vous voyez, les livrets étaient très petits. Quand je vous montrerai les autres éditions, vous allez voir que pareil, ça a pris du poids. Donc là, le premier chapitre à New York. À l'époque, il y avait déjà les 6 chapitres, hein, enfin 5 au moins, et le 6e qui était possible aussi à faire en Australie. Londres, voilà, le Caire, le Kenya, Shanghai, voilà, et tous les aides de jeu. Alors là, il y en avait pléthore, et pourtant, c'est pas très très gras. Hein. Il n'y a pas énormément de choses. Voilà, il y avait la possibilité, à l'époque vous aviez le carton pour faire la fameuse, pour construire vous-même votre fameuse boîte d'allumettes du tigre trébuchant. Pour ceux qui savent, ils comprendront de quoi je parle. Et donc là, voilà, il n'y avait que les 5 premiers chapitres. Il y avait donc après, ils avaient fait le supplément donc Terror Australis qui permettait d'avoir le 6e chapitre de la campagne.
Voilà, moi c'est une campagne, ben voilà, je viens de la finir. En plus, là où je l'ai fini je l'ai fini le mois dernier justement au Kenya, où donc, bah non, ils n'ont pas vu ça. Heureusement pour eux, ils ont réussi à ne pas être bouffés par l'avatar de la langue sanglante, et tant mieux pour eux, je devrais dire. Bon, par contre, ils sont pas revenus chez eux très très sains d'esprit, mais ils ont survécu, on va dire. Ils ont eu beaucoup de chance. Puisque la campagne, en plus, je l'ai jouée en 2 temps, en fait. J'ai fait jouer les trois chapitres. Ça a été un peu, on va dire, une campagne en 2 temps, en 2 équipes, où donc ils ont joué déjà le chapitre new-yorkais, le chapitre londonien, et après ils sont directement allés à Shanghai. Ils sont pas passés par la case Kenya, Égypte-Kenya. Euh, et ce qui fait qu'il y a eu une deuxième équipe qui, elle, a fait les scénarios d'introduction du jour de la bête. Comme je vous dis, les 2 campagnes sont liées. Et à un moment, bah, c'était plus possible pour moi, au vu de ce qu'ils avaient fait, de continuer le jour de la bête. Parce que bon, sinon, c'était pas crédible par rapport aux actions qu'ils avaient pu faire. Donc ils se sont raccrochés sur la campagne en fait des masques Nyarlathotep, et on a fini en faisant le chapitre londonien, où eux donc on refait l'enquête un petit peu à froid quelques années plus tard, parce que c'est possible à faire. Et après, ils sont allés en Égypte et ils ont terminé au Kenya. Donc voilà, ils ont évité 2 fois la fin du monde, si je puis dire, même si la première équipe avait déjà bien contribué en évitant à la fin, on va dire, du chapitre en Chine, à Shanghai, le pire. Voilà, mais en tout cas, ça c'était plutôt pas mal. Alors, après, les suppléments pour les éditions suivantes. Donc là, on entre plutôt dans les suppléments qui étaient pour la 4e, 5e édition. Là, c'est 5e édition. Le manuel de l'investigateur, un must-have à l'époque, franchement. Très intéressant, avec ça rassemble en fait 2 suppléments en un seul en français. Il y a un supplément sur le matériel et les armes, et il y avait surtout la description de toutes les classes de toutes les professions. J'allais dire classe de personnages, mais c'est un peu ça. Voilà, tout l'index des professions à l'époque, et ça permettait d'avoir vraiment des personnages extrêmement originaux, où donc on avait la description évidemment de leurs revenus, les relations et contacts qu'ils pouvaient avoir, les compétences, et ils avaient à chaque fois une petite particularité. Donc voilà, la particularité de la profession faisait qu'ils avaient une compétence spéciale ou un bonus ou quelque chose. Voilà. Par exemple, le médecin, lui, il avait il avait, comment dire, une meilleure résistance à la perte de santé mentale sur certains aspects. Il y en a qui avaient des bonus donc de caractéristiques. Voilà, par exemple, l'agent de police en uniforme, il avait plus un en force et en taille, etc., etc. L'espion, lui, il était immunisé donc au baratin, la persuasion et la psychologie. Des petits exemples. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup utilisé pour la création de perso à l'époque. C'est un supplément donc qui doit dater du milieu des années 90. Hein, parce que je l'avais acheté à l'époque où j'avais commencé à maîtriser 95. C'est bien ça. On va dire son supplément, on va dire très utile, qui m'a énormément inspiré aussi pour écrire mes campagnes, le manuel des gardiens, où donc vous avez dedans la description en fait de tous les grimoires du mythe avec leurs caractéristiques. C'est super intéressant avec toutes les versions. Franchement, ça rassemble tout et ça permet de dire ah bah voilà, c'est cette version là que je vais utiliser dans mon scénario, plus la description des cultes, des conspirations, des groupuscules, des machins bidules, tout ce que vous avez, voilà, les races aussi, et franchement, en très très peu de pages, c'est une mine pour écrire ces scénarios et on va dire jouer à Cthulhu. Le manuel du gardien. Bon, évidemment, depuis, on a fait mieux. Mais si vous aimez et si vous voulez faire vos propres scénarios, moi, c'est ça que j'ai utilisé et c'est ça qui m'a vraiment inspiré et qui m'a permis de, de faire mon taf en tant que gardien des arcanes. Car oui, à Cthulhu, le maître du jeu s'appelle le gardien des arcanes. La nouvelle édition révisée des Contrées du Rêve, c'est, je pense, la meilleure, on va dire, pour les éditions avant, évidemment, la 6-7. Un supplément vraiment voilà, très très bon. Donc il y avait quand même, il n'y avait pas de carte, hein, c'est ça le problème. Là, il n'y avait pas de carte détachable, c'est-à-dire encartée. C'est dommage, mais tout était rassemblé en fait en un seul bouquin. Et c'est donc un supplément vraiment de la fin de l'époque des cartes encore, qui doit donc dater de vraiment fin 90, hein, 99, vous voyez celui-là. Donc on était vraiment à la limite. Kingsport. Alors je ne dirai jamais assez, voilà, Kingsport, c'est ma ville de cœur de Cthulhu. Et oui, certains diraient, bah non, moi je joue à Arkham et tout. Non, Kingsport,
la plupart j'ai joué des campagnes, des mini-campagnes, hein, c'était des campagnes, on va dire, généralement de 5-6 scénarios. Avec ce bouquin-là, j'en ai joué deux vraiment mémorables. Voilà, c'est la ville que moi je trouve la plus intéressante et la plus abordable. Elle est à visage humain parce que bah, on peut, on va dire, vraiment faire rencontrer, on va dire, des personnages vraiment typiques et comme le cadre est plus petit, ça permet vraiment de donner, on va dire, cette ambiance, on va dire, assez on va dire d'oppression, enfin voilà, c'est presque un huis clos quoi d'une certaine manière, c'est ça que je cherchais à dire et c'est plutôt intéressant, voilà. Et puis bon ben voilà, quand ils font le voyage on va dire jusqu'à la maison en haut de la falaise, c'est quand même plutôt génial quoi. Voilà, relisez les nouvelles en question. Justement, c'est la maison, on va dire, au bord de la brume, ou je ne sais plus, en tout cas, le nom exact de la nouvelle, et qui parle justement, il y a pas mal de nouvelles en plus qui citent Kingsport, mais celle-là c'est la plus illustre. C'est vraiment, voilà, c'est une porte ouverte également aussi aux contrées du rêve, qui sont très très liées, on va dire, à Kingsport. Bon, en tout cas, ça m'a permis vraiment de jouer des campagnes extraordinaires, dont mes joueurs se souviennent. Les mystères d'Arkham, le must-have aussi. Donc là, si vous avez besoin évidemment d'une ville d'un cadre pour vos campagnes, ben voilà, c'est la ville qu'il faut, on va dire, enfin, le supplément dans lequel il faut investir. Celui-là ou les éditions suivantes. Donc édition, on va dire, sans détour aussi, qui avait refait. C'est juste une restructuration en fait de ce supplément-là. Hein. Faut pas se leurrer. Et donc voilà, là franchement, donc là il y a une carte par contre, une carte détachable elle est où déjà? Voilà, elle est là. Donc vous avez des coupures de journaux aussi. Voilà. Donc de l'Arkham Advertiser. Et normalement il y a une carte, oui, elle est là. Je me souvenais qu'il y avait une carte d'Arkham détachable dans ce supplément. Pareil, avec des reliures, vaut mieux y faire gaffe, hein, faut pas trop les ouvrir. Voilà, c'est la description de la ville, vraiment maison par maison, hein, comme je vous avais dit quand on en avait parlé dans l'interview avec Bruno Guérin. Lui s'était inspiré de ça justement pour faire ses suppléments pour Rome et pour la description de Pompéi. C'est pas pour rien, c'est parce que vraiment c'est des jalons, hein, on va dire, des références incontournables pour tout, on va dire, maître du jeu. C'est ce supplément qui est vraiment prodigieux, quoi, parce que bah, vous avez vraiment tout qui est décrit maison par maison, avec énormément de PNJ. Il y a, je crois, dans celui-là, il y a, on l'avait dit, il y a donc des scénarios, il y en a 3. Ils sont plutôt pas mal, hein, donc ça permet aussi de jouer. Et il y a voilà, 1015 entrées, quoi. 1015 entrées. Ce qui est quand même pas mal, à vrai dire. La réédition donc des masques de Nyarlathotep. Donc cette édition-là est vraiment très bonne aussi. Hein. Bon, celle-là, elle est très vieille. Il manque des choses, mais celle-là, franchement, bon, vous n'arriverez pas à la trouver, on va dire bon marché, mais elle est plutôt complète. Il y a l'essentiel en fait. Je pense que ça vous demandera peut-être un petit peu de boulot si vous chopez celle-là et que vous voulez la jouer. Mais au moins, il y a le chapitre australien qui est dedans, qui a été rajouté. Donc celle-là, elle date pareil aussi de la fin des années 90-98. Voilà. Donc celle-là, c'est pas celle-là avec celle-là que j'ai fait jouer aussi, puisqu'à l'époque, je n'avais pas encore la possibilité de faire jouer des grosses campagnes Toulouse. Je faisais les miennes, surtout. Et j'ai commencé à faire jouer les campagnes écrites beaucoup plus tard, en fait, vraiment dans le courant des années 2000. Après 2008 en tout cas. Et un supplément aussi, la deuxième campagne, ma campagne de cœur. Bon, j'aime bien les masques Nyarlathotep, mais je préfère Terreur sur l'Orient Express. C'est une campagne qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai fait jouer, donc pareil, dans la deuxième partie des années 2000. Voilà, ça reste une campagne qui a beaucoup marqué mes joueurs. On a énormément rigolé. Et c'est une campagne haletante, moi je trouve. Voilà, réussir à lier des scénarios avec le trajet justement de l'Orient Express, donc de Londres jusqu'à Istanbul. C'est plutôt génial, avec évidemment voilà, toute une intrigue
qui est, enfin voilà, moi je vous en dis pas plus, je veux pas vous la déflorer. Si vraiment vous avez la possibilité de mettre la main dessus, c'est une campagne que moi je pense qu'il faut faire jouer avant tout si vous avez un groupe motivé pour jouer à Cthulhu. Avant même les masques de Nyarlathotep qui elles demandent énormément quand même d'investissement, de temps, de boulot pour correctement la jouer, doser on va dire la difficulté, etc. etc. C'est celle-ci, je trouve, moi, est moins casse-gueule, même si elle n'est pas moins mortelle. Je trouve qu'elle est beaucoup plus. On est sur un rail, c'est le cas de le dire. C'est très, très, on va dire, artificiel quelque part. C'est se dire qu'une campagne, en fait, on va faire une étape. À chaque étape, en fait, de notre voyage en train, on va avoir un scénario qui est lié à l'intrigue principale. C'est complètement, on va dire, en termes narratifs, c'est aberrant, quoi. Ben non, là, ça marche. Je trouve que c'est génial. Voilà, c'est quand même une campagne qui, moi, m'a beaucoup marqué. En tant que MJ, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié de jouer donc avec la version justement de Sans Détour. Après, les suppléments en VO que je possède, pas n'importe lequel, Beyond the Mountain of Madness, la version d'origine. Et bien là, purement et simplement, la campagne, là où je tourne cette vidéo, donc il date de 98 pour la version en VO chez Sans Détour. Donc j'ai vérifié d'ailleurs, la version traduite date donc de 2010 déjà. Donc ça fait 11 ans. Et c'est une campagne que j'ai voulu jouer pendant très très longtemps. Je l'ai lu donc au début des années 2000 quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté en 2004, si mes souvenirs sont bons, d'occasion. Donc en plus, voilà, le bouquin est en super état. C'est une campagne géniale, voilà, on vous propose de suivre les traces de l'expédition Miskatonic, qui est donc décrite dans la nouvelle Les Montagnes Hallucinées, justement, Beyond the Mountain of Madness, par-delà les Montagnes Hallucinées, si on le traduit en français. Et voilà, donc vivre déjà une expédition antarctique, c'est une aventure en soi, avec moult détails, il y a vraiment tout qui est décrit, et la campagne, elle est, mais pareil, c'est énorme. Et d'ailleurs, je l'ai commencé hier, par rapport au tournage de cette vidéo. J'ai fait ma première séance, donc, où on commence à New York, donc à la toute fin donc, de ce mois de novembre 2021, pour ceux qui verront la vidéo plus tard. Il était paru justement pour cette mouture, cette campagne, qui est vraiment voilà, prodigieuse. Un pack en fait de goodies. Donc vous avez voilà, les accès au quai, choses énormes quand même pour l'époque, donc des facsimilés de pas mal de choses. Et ils avaient fait un écusson de l'expédition. C'est génial. Voilà, vous aviez des tatouages aussi pour si vous voulez ressembler à un marin. Voilà, vous pouviez avoir votre tatouage de marin sur le bras et dire ah, moi j'en suis un vrai, je suis un dur, je suis un tatoué. Il y avait également donc par exemple la photo du Gabriel qui était qui est le navire. Il y avait un autocollant aussi. Voilà. Un autocollant à coller sur une vitre de l'expédition, etc. Des lettres, des extraits de plein de choses. Donc ça, c'était dans une petite enveloppe. Les fameux chapitres perdus du récit antarctique que les joueurs peuvent trouver. Les coupures de journaux. La carte de l'Antarctique. Voilà. Elle est un peu étrange au niveau de la... on va dire de la projection, comme on dit, en termes géographiques. C'est une projection vraiment assez particulière du continent. Et un mini écran, qui n'est pas sensationnel, mais moi je l'utilise quand même parce que je trouve que voilà, il met dans l'ambiance, il est plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, c'était pour le fameux pack. Donc voilà, c'était ça, c'était l'Antarctic Expedition Pack, qui est vraiment un supplément pareil. Celui-là, à mon avis, pour le trouver... surtout complet, ça doit être un peu difficile, surtout si les gens ont cousu les cuissons sur un vieux manteau, on va dire polaire. Ça va être un peu compliqué. Voilà. Et moi je l'ai gardé évidemment, vous me connaissez, intact et dans le meilleur état possible par rapport à l'état où je l'ai eu à l'époque. Bon, je l'avais acheté neuf, donc c'était plutôt simple. Et après en VO, ah là là, terrible, j'ai des problèmes de bulles d'air. Voilà, c'est bon, j'ai chassé les bulles d'air. C'est ça, quand on a des problèmes avec les sachets plastiques, c'est les bulles d'air.
Donc, je vais passer sur les suppléments que j'ai en VO, que j'ai récupérés en fait dans un lot, mais je les ai gardés pour la collecte. Donc, il y avait des suppléments sur pas mal de villes. Donc là, en particulier, un supplément sur le Maroc. Un supplément, j'en reparlerai pour après. C'est une campagne donc qui s'appelle donc les oripeaux du roi. Donc sur le roi en jaune. L'université Miskatonic. Donc ça, c'est la version anglaise. J'en reparlerai dans la gamme évidemment, dans la gamme sans détour. Le Arkham Unveiled, donc là c'est le supplément complet donc, que je vous ai déjà montré en VO sur on va dire les mystères d'Arkham. Et quelque chose on va dire de mythique lui aussi, parce qu'il y a eu donc un Toulouse 90 qui était on va dire très très moyen, mais non, il y a eu aussi quelque chose de génial, il y a eu Delta Green. Donc là je vous présente la version en VO, je vous montrerai la gamme en VF de chez Sans Détour dans la deuxième vidéo. Ça c'est voilà, c'est génial. Ça a révolutionné Cthulhu à l'époque. Pour jouer à l'époque moderne dans une ambiance X-Files, ça a vraiment marqué toute notre génération. Donc voilà, vous aviez une feuille spécifique. On joue, donc à l'époque moderne, on joue généralement un membre d'une organisation fédérale américaine, mais il y avait possibilité avec les suppléments de jouer aussi des organisations étrangères. Et on est rassemblé en fait par donc une organisation qui s'appelle donc Delta Green qui a des, des contacts partout et qui a pour but évidemment de contrer les conspirations liées de près ou de loin aux créatures du mythe entre guillemets. Et c'est vraiment génial avec donc des descriptions de conspirations. C'est génial. Franchement, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de prodigieux. En redonnant en fait goût au mythe de Cthulhu et en le modernisant en fait et en vraiment pensant de manière très, très intelligente ce qu'on pouvait faire avec donc le mythe de Cthulhu vu par le prisme on va dire justement de la période moderne. Donc là ça permettait de jouer dans les années 90, mais après dans la version sans détour il a été upgradé, updaté pour jouer donc dans les années 2010 jusqu'à 2020. Il y avait d'excellents scénarios à l'intérieur. Donc il y en avait dans le bouquin de base, il y en avait 3. Il y a eu une version française de celui-ci, et qui vaut une fortune. Même la version sans détour maintenant, puisque elle vaut également une fortune. Donc c'est dur à trouver. Peut-être que la version en anglais est possible à trouver. Elle est encore utilisable, même si elle est. Voilà, il faut. On va dire améliorer la chronologie jusque dans les années 90. Et il y a une version en VO qui a été rééditée chez un autre avec un système apparenté qui est encore trouvable. Et donc avec Delta Green Countdown, qui était le supplément en fait justement sur les organisations dans le monde, les autres, donc pour les autres pays. Donc il y avait la France, le Canada, Israël, la Russie, etc. Donc vous pouviez vraiment faire, voilà. J'ai pas montré la couverture trop parce que je vais finir par me faire striker, je pense, si je la montre trop. Là même d'ailleurs, j'ai l'impression que s'il passe à la moulinette, je vais peut-être avoir un problème pour avoir monté une swastika, alors que pourtant la swastika c'est pas du tout un symbole dont vous croyez qu'il est enfin il n'est pas utilisé uniquement par les nazis. C'est ça que je voulais dire. Et il est très présent évidemment dans d'autres endroits du monde, dans d'autres religions et dans d'autres. Et c'est un symbole qui est utilisé aussi bien en Inde qu'au Japon et qui n'a pas la connotation qu'il a chez nous. Donc voilà, restez calme, tout va bien. Là, oui, il était utilisé bel et bien dans le contexte, mais parce que, ben voilà, dans Cthulhu, il y a des méchants nazis, ça fait partie, on va dire, de la chose. Voilà, bah donc j'ai fait passer à peu près tous les suppléments donc jusqu'à pour la 5e édition, jusqu'à la 5.5. Donc je vais arrêter la première partie de la vidéo et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie où donc là je vais vous faire la description de toute la gamme de Sans Détour. Et là je vais devoir déplacer des kilos de bouquins parce qu'il y en a pléthore, j'en ai toute une rangée en fait. C'est toute la rangée de la bibliothèque du hall là que je vais devoir déplacer. Ça va pas être ça va être un peu compliqué. Ça va pas être simple de cette histoire. Voilà. Donc merci pour avoir déjà regardé cette première vidéo. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire. Et ben, on se retrouve dans un instant. Salut!